Tout fonctionne, un grand merci. Alors après ces considérations sur le virtuel, c'est vrai que c'est assez étrange d'être comme ça à distance. J'aurais préféré voir les gens en face de moi, mais je pense que là donc c'est devenu quelque chose de coutumier. Alors je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Biolay, qui est donc maintenant notre directeur, pour sa présence. Marianne Château-Renaud, qui a beaucoup travaillé pour la préparation, ainsi que Tiffaine et Lucille, ainsi que les techniciens pour la mise en place de cette réunion. Alors, je dois aujourd'hui vous parler du projet Trails et au départ, ma présentation s'intitulait Présentation du projet Trails. Bon, j'ai un petit peu changé en essayant d'envisager comment ce projet Trails contribue ou peut contribuer ou devrait contribuer à la recherche sur la formation des enseignants de langue de spécialité, puisque nous sommes dans un institut de formation au professorat et à l'éducation. Alors, en ce qui concerne l'organisation, dans un premier temps, je vais vous présenter ce projet. Ensuite, envisager quels sont les enjeux pour l'enseignement de LSP, pour ensuite focaliser sur les besoins des enseignants de LSP. Ensuite, essayer de voir quels sont les apports de ce projet particulier pour la formation et nous terminerons par une phase de discussion. En ce qui concerne tout d'abord l'intitulé LSP, ça signifie langue de spécialité, langue au pluriel de spécialité, langue parfois dite pour spécialistes d'autres disciplines si on prend le secteur LANSAD, en prenant une vision franco-française. On peut aussi dire langue pour non spécialistes de langue, mais enfin donc voilà. Donc on a un problème d'identité déjà dès le départ en ce qui concerne, mais pour la France. Pardon. En ce qui concerne le projet Trails, tout d'abord, il faut que vous sachiez que l'Université de Bordeaux est engagée dans des projets européens sur les langues de spécialité et sur les langues en général et sur les langues de spécialité depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons été partenaires tout d'abord d'un projet qui était l'ILAMA, c'est-à-dire là, il s'agissait des langues pour l'employabilité. Ensuite, nous avons constitué un réseau qui s'appelait Include, et l'objectif était de resserrer un peu sur la notion d'inclusion grâce aux langues. Et donc, dans cette présentation, je vous présenterai comment nous sommes arrivés aux besoins de formation dans le cadre des langues de spécialité. Ce qui est assez amusant, c'est que quand nous avons déposé notre projet, nous nous sommes rendus compte qu'après des années où il ne se passait rien ou pas grand-chose dans ce domaine, nous déposions un projet en parallèle avec Cédric Sarré, qui lui déposait un projet sur le même sujet, mais sous un angle différent. Et nous avons des approches en quelque sorte complémentaires, mais qui concernent toujours la formation des enseignants de langue de spécialité. Alors, le projet s'appelle Trails, c'est-à-dire quelque chose, une trace, un chemin. Et l'objectif de ce Trails est assez modeste en quelque sorte, puisque là, il s'agit des langues de spécialité, de la formation en langue de spécialité dans une école d'été, dans une université d'été, pardon. Donc, vous avez l'intitulé, c'est un projet Erasmus qui a impliqué cette fois 8 partenaires. La différence par rapport au projet précédent, c'est que l'université est cette fois coordinatrice de ce projet. Donc, c'est un projet de coopération pour l'innovation, échange de bonnes pratiques. Ça se situe dans les partenariats dits stratégiques et on a sélectionné un certain nombre de priorités qui sont les suivantes. Développement d'aptitudes et de compétences pertinentes et de qualité, donc là s'agissant des langues de spécialité et de la formation. Mise en place de cours de formation transnationaux pour les enseignants
et renforcement de la coopération. Pour interroger l'enseignement des LSP et les enjeux pour la formation, je propose tout d'abord un petit clin d'œil qui a été publié dans la revue Les langues modernes que j'ai co-dirigée avec Nora Leroy en 2015 et donc où on s'aperçoit qu'il y a quand même un décalage entre l'idée qu'on peut se faire, mais là c'est sur le mode humoristique. Première chose à savoir en anatomie, à l'intérieur d'un anglais, il n'y a pas du tout la même chose qu'à l'intérieur d'un français. C'est aussi un petit clin d'œil à Pascal Binfort, et je la remercie d'être là. Pardon. À propos des langues, du coup, on en vient à se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment une formation? Si l'on en croit Dudley Evans, qui est l'un des pères fondateurs avec Swayze et puis d'autres, hein, des langues de spécialité, les enseignants, il faut simplement qu'ils sachent improviser, comme un musicien de jazz, ce qui semble donc d'une facilité évidente. Alors, à l'inverse, j'ai repris un certain nombre de points. Le premier étant que les enseignants qui acceptent un poste sont vite confrontés à la complexité du contexte. Le point suivant, c'est de quelqu'un qui s'appelle Basturman, qui est l'une des rares personnes qui a beaucoup écrit, donc là, cette fois-ci avec Dudley Evans, Basturman qui a beaucoup écrit sur la formation des enseignants. Et donc, le point suivant, c'est que ces enseignants, pour relever les défis, doivent devenir en quelque sorte autant chercheurs qu'enseignants. Et donc, je reprends Basturman qui estime qu'il faut tellement de connaissances et tellement de savoir-faire qu'il faudrait une forme ou une autre de formation. Donc, voilà pour les controverses. On en arrive maintenant à des détails plus pratiques du côté de la politique linguistique et de la politique de l'éducation. On observe qu'il y a une augmentation qui est continue du nombre de soi-disant non spécialistes. 90% de ces enseignants, selon COSA et de Rivry en 2013, 90% se trouvent confrontés à cette situation où il faut, sans formation appropriée, être capable d'assurer des cours. Et ce manque de formation a été souligné d'ailleurs dans le comité de formation SAES. Du coup, à cause de ce manque de formation, quand il y a un comité de sélection, on sélectionne des candidats qui ne sont pas du tout qualifiés ou alors on ne sélectionne personne. Ce qui fait qu'il y a un déficit qui pose réellement problème dans notre situation, mais vous verrez ailleurs aussi. Du coup, par rapport à cela, nous nous sommes penchés sur la question au niveau de la recherche déjà, et nous avons vu qu'il y avait dans la recherche sur l'enseignement des langues de spécialité quelque chose qu'on appelle beaucoup needs analysis, qui est l'analyse des besoins. Et cette analyse des besoins, on a décidé de la mettre au cœur du projet en ce qui concerne cette fois les enseignants. Déjà en 83, il y a quelqu'un qui s'appelle Kennedy, que je ne connais pas, mais qui a écrit que c'est assez étrange, on se concentre sur les besoins des élèves, enfin des étudiants, ESP, puisque à l'époque on parlait plutôt de ESP, English for Specific Purposes, et on en vient à négliger les besoins des enseignants. Et il propose comme solution d'appliquer une approche des principes de LSP pour faire des cours de formation. Donc c'est cette démarche que nous avons adoptée comme point de départ pour élaborer des programmes de formation d'enseignants. De manière un peu pompeuse, j'appelle ça un changement de paradigme. Je me réfère encore à Basturman, qui estime que cette formation doit être basée sur les besoins des enseignants. C'est ce que nous avons fait dans Trails,
pour mettre en place un programme de formation qu'on appelle sur mesure, des besoins qui ont toujours été abordés du côté de l'apprenant et pour l'apprenant, mais les besoins des enseignants sont invariablement négligés dans l'analyse des besoins. C'est ce que nous avons estimé, hein, ma foi, peut-être qu'on trouvera autre chose. Dans la littérature. Alors maintenant, donc, quels sont les apports du projet Trails à la formation et à la recherche? Tout d'abord, le point de départ de ce projet, hormis les 2 projets précédents dont je vous ai parlé, ça se situe en Slovénie. Et c'était pendant la première conférence slovène sur les langues de spécificité, les opportunités et les défis. Et dans cette conférence, Nora Leroy et moi avons présenté un PowerPoint. Il y aura quelques slides qui vont être reprises d'ailleurs. Et la conclusion, c'était qu'il fallait qu'il y ait 2 choses. Il y avait 2 choses à faire en urgence. D'abord, faire l'état des lieux, parce qu'il y a sans doute, on ne savait pas, des formations. Et ensuite, il fallait créer des formations. C'est suite à cela qu'en petit groupe, avec les Slovènes, nous avons élargi à d'autres universités. Et donc, nous avons mis en place une recherche. Et cette recherche a visé, donc, avec les partenaires impliqués, à concevoir des nouveaux programmes de formation pour les enseignants de LSP. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion de collaboration transnationale, parce qu'il y a une réelle complémentarité dans nos équipes. L'autre point, c'est que notre approche est une approche par étapes. Nous avons des étapes qui sont consécutives et qui s'alimentent des résultats des étapes précédentes. Je vais vous les présenter très, très brièvement. Tout d'abord, alors je n'ai pas traduit là, hein, parce que je ne savais pas comment rentrer dans ces petites images, mais la première chose, c'était de faire un état des lieux. Et il y avait donc une équipe qui était chargée de faire cet état des lieux et de produire de produire un rapport sur cet état des lieux. C'est ce qu'on appelle pour nous des outputs, une production intellectuelle. Les chercheurs en charge de cet état des lieux, c'était donc les chercheurs de l'université Jade, donc en Allemagne. Ils ont produit un certain nombre d'éléments qui nous ont servi de point d'appui. Ensuite, ce que j'oublie de dire, c'est que dans cet état des lieux, nous avons bien sûr tous travaillé, c'est-à-dire que c'était cette université qui était chargée de concentrer l'ensemble des choses, de faire le rapport sur lequel on allait ensuite s'appuyer pour une étude des besoins des apprenants, étude des besoins des apprenants qui était cette fois dirigée par l'université de Cadix et à laquelle nous avions bien sûr apporté notre contribution. Et une analyse des besoins qui nous a pris énormément de temps, et donc là nous avons un peu dépassé le temps prévu parce que c'est assez énorme. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part des participants. Nous avons eu des enquêtes, des entretiens. Ces entretiens et ces enquêtes nous ont servi de point d'appui en fonction des résultats et des rapports pour identifier ensuite les lacunes. Quelles sont les lacunes? Qu'est-ce qui manque du point de vue des enseignants cette fois pour un programme de formation qui pourrait leur apporter quelque chose? Donc ces 3 premières étapes sont maintenant terminées. Les rapports sont établis, nous ne les avons pas encore publiés, mais donc on y aura accès sous peu. Et nous en sommes maintenant à l'élaboration d'un programme de formation. Là, c'est l'université de Ljubljana qui en est chargée, donc en Slovénie, et qui prépare des fiches qui vont nous servir de point d'appui, dans lesquelles on tente de combler les lacunes et de proposer une formation qui soit d'un haut niveau de qualité. La notion de qualité, avant d'y arriver,
pardon, j'aurais peut-être dû dire auparavant, est essentiel aussi pour notre propos, puisque l'université doit arriver à un certain niveau de qualité, mais il se trouve que dans les langues, et en particulier donc les langues de spécialité qui nous occupent pour 90% des formations, ou à peu près, hein, ce serait à réviser pour la France, puisque donc ça c'était en 2017, donc ces formations ont du mal à arriver au niveau de formation, au niveau de qualité qu'on pourrait souhaiter, tout au moins. Et là, donc, nous sommes en train de travailler assez gigantesque, qui est préparé par l'ensemble des partenaires, mais qui va être réparti dans des journées de formation, donc pendant la Summer School qui va se dérouler donc à Belgrade, pardon, à Zagreb, enfin, on en reparlera, ce ne sera pas tout à fait ça, et qui donc va servir d'expérimentation à cette espèce de modèle de formation que nous sommes en train de créer, d'élaborer. Je reviens ici donc sur l'idée de step by step, c'est-à-dire donc un fonctionnement pas à pas qui montre bien qu'on a, des étapes qui nous permettent d'aller à la suivante. Cette identification des programmes, j'ai oublié de dire que ça se passe dans l'espace européen de formation d'enseignement supérieur. Les besoins, donc, sur la base des résultats d'enquête et des entretiens, pour ensuite arriver à une définition des résultats, on en reparlera après, qui va s'appuyer sur un certain nombre de piliers qui seront identifiés, piliers qui servent de point d'appui pour le programme innovant. Le dernier point que je n'ai pas abordé et qui pourtant est considérablement important, il faudrait presque une flèche qui retourne vers le début, puisque donc là, c'est l'université c'est le groupe, pardon, Arcola qui travaille sur la méthodologie, les lignes directrices et qui évalue pas à pas l'ensemble des éléments que nous faisons. D'ailleurs, à ce sujet, j'ouvre une parenthèse. Le travail que nous faisons aujourd'hui a besoin aussi d'une évaluation et si vous ne l'avez pas fait, vous allez être amené à le faire et on vous remercie d'avance. Nous attendons un feedback, un retour sur le vécu de cette journée, enfin oui, je dis bien de cette journée, qu'elle soit en présentiel ou à distance. Je ne vais pas développer les points, mais revenir sur quelques éléments qui nous ont particulièrement marqués. En ce qui concerne l'identification des programmes de formation, nous avons remarqué que le nombre de cours est très limité. Et quand on parle de cours, il a fallu qu'on aille creuser entre les modules, les cours, les semestres, les ETC, etc. Très limité. D'ailleurs, les programmes sont très loin d'être standardisés. Nous avons toutes formes de programmes. D'autre part, nous avons pu remarquer que l'anglais, tout au moins pour ce que nous avons pu explorer, n'est pas la langue, enfin, est la langue prédominante, mais n'est pas la seule. Elle est suivie par l'allemand, donc 52% pour l'anglais, 17% pour l'allemand, l'espagnol, le français et aussi le russe, à hauteur de 5%. En ce qui concerne les besoins des enseignants, nous avons 500 enquêtes, 294 réponses, ce qui est un nombre quand même assez intéressant. On a noté que 75,9%, dans plus des 3/4 des enseignants n'ont reçu aucune formation. Quant à la formation continue, elle est parfois informelle et dispensée par des collègues, mais en tous les cas, elle n'est jamais systématique. En ce qui concerne le point suivant, c'est-à-dire la recherche des écarts, donc l'output, donc les résultats, les écarts entre ce qui existe et ce qui est souhaité par les enseignants, nous avons relevé
un certain nombre de piliers qui sont ici. Il y en a 7, c'est ça. Donc, le premier pilier, c'est la notion, c'est autour de l'analyse des besoins. Analyse des besoins, cette fois-ci, en ce qui concerne les élèves, enfin les étudiants, du point de vue des enseignants. Puis, le point suivant, c'est comment construire des éléments qui vont permettre d'assurer des formations, des cours pour les étudiants de langue de spécialité. En ce qui concerne la méthodologie, elle intervient dans une troisième position, et nous l'avons gardée. Il est intéressant de noter que cette méthodologie était peut-être très prépondérante, était réellement, prépondérante au tout début de ESP, à l'époque où Swayze, Dudley Evans et d'autres Anglais, anglophones ou anglais la plupart du temps, allaient au nom du British Council travailler sur l'anglais de spécialité dans divers pays, dont par exemple les pays de l'OPEC, et là donc avec une base méthodologique très forte. Donc à cette époque, il y avait bien une formation, mais une formation sur cet axe. Ensuite, d'autres éléments ont attiré l'attention donc des partenaires sur le manque de capacité à mettre en place des savoir-faire qui sont transversaux, ce qui est quand même essentiel lorsqu'il s'agit d'une langue de spécialité qui est reliée à des contenus. LSP in general, donc là, le point suivant, c'est la notion de langue de spécialité. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça recouvre? Et comment mettre tout cela en place? En ce qui concerne le sixième pilier, l'évaluation, ça joue un rôle considérable également. Et là, donc, on a dans les travaux précédents qui nous concernent, on a pas mal de choses. Et à propos de travaux, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque point est repris et réétudié par rapport à la littérature qui a pu être publiée sur le point suivant. Et un point qui est en septième, mais qui est quand même essentiel de notre point de vue, c'est la collaboration. Comment collaborer, comment développer de manière professionnelle. Et là, on rejoint souvent des besoins d'inscription dans la recherche. En ce qui concerne le programme, il s'agit d'objectifs spécifiques. Il s'agit de travailler aussi sur des modules tels qu'on peut en avoir besoin, des méthodologies d'action, parce que là, donc, on adopte un modèle de formation. L'utilisation, bien évidemment, des TIC et des technologies de manière aussi innovante que possible. La question étant sur quelles connaissances, aptitudes, compétences l'université d'été va-t-elle se concentrer? Et enfin, en ce qui concerne l'évaluation, il y a la conception et la planification de l'évaluation sur la totalité du projet. Et dans cette évaluation, il y a aussi une évaluation qui est interne et une évaluation du processus, ainsi qu'une évaluation sommative qui est un travail assez énorme et rigoureux. Alors, j'en viens maintenant à la fin ce qui doit être la fin du projet. Nous avions, avant l'épisode du Covid, nous avions programmé une université d'été qui devait avoir lieu donc en été à Zagreb, avec les événements et la difficulté de se rencontrer, de travailler, et la difficulté d'organiser du présentiel. Donc, on garde quand même l'idée qu'il faut un événement de formation, que des modules soient définis sur les écarts identifiés entre l'offre et les besoins. Nous mettons en place 2 sessions parallèles sur 5 jours. Alors, sur ce sujet-là, je laisserai Nora Leroy faire la présentation de cette université cet après-midi. Cette université, quand même, qui devait se dérouler en été, en septembre, est maintenant décalée en Winter School, en février. La mobilité physique est entre parenthèses, et donc on a une mobilité, des formes de mobilité qui sont donc programmées. Alors, la discussion
Oui, voilà. Donc là, si on peut entamer la discussion tout de suite, je termine quand même avant la discussion. Marquez donc peut-être là. Donc je m'arrête un peu ici pour déjà discuter sur ces points si vous le souhaitez. Il me reste deux petites diapos, enfin 3 petites diapos. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, quelques questions ou... Non. Je vais regarder peut-être sur le chat s'il y a des questions. Oui, en principe, c'est plutôt sur le chat que ça se coupe. Mais si on n'a pas, c'est rien, on peut. De toute façon, j'ai à peu près épuisé le temps là. Hein. Mais peut-être je vais le remarquer. D'accord. Donc il y a une question quand même qui se pose peut-être. Non, une question dans la salle ou pas? Non, on pourrait se demander aussi, Marie-Christine, finalement, comment expliquer cet essor là du Lansad ou du LSP récemment, parce que finalement il y a notre projet Trails qui a vu le jour, comme tu l'as expliqué après le projet d'Ilama, le projet Include, et également le projet de Cédric Sarré qui a l'air très intéressant aussi, Catapulte. Donc pourquoi est-ce que ça se cristallise maintenant et pas il y a quelques années déjà? Oui, là, c'est vrai que on pourrait presque dire que c'est un concours de circonstances. Bon, il y a quand même une réalité, c'est la massification de l'enseignement, de l'enseignement supérieur, qui intervient en France et qui intervient ailleurs également. Il y a aussi la mise en place d'une commission formation à la SAES, qui est la Société des enseignants du supérieur, des anglicistes, pardon, de l'enseignement supérieur. Et il y a des gens très dynamiques qui ont commencé à écrire. Vous verrez, donc j'en ai mis quelques-uns dans mes références. Il y a tous les travaux qui ont lieu dans le Géras et à d'autres endroits. Mais là, je pense qu'on est quand même à un tournant où la formation devient de plus en plus une évidence. On a besoin de s'appuyer sur de la recherche, sur de l'expérimentation et de tester des choses et d'avancer. Parce que c'est quand même très, très déprimant pour un enseignant d'être recruté dans une université et après une thèse de civilisation ou de littérature, d'être pris par défaut et de se retrouver avec cette énorme masse de travail qui va dans tous les sens. Quand j'ai cité, je crois que j'ai cité Coteau qui dit que c'est très complexe, elle dit également que cette complexité vient de toutes sortes de paramètres, ne serait-ce que déjà le public. Et c'est donc quelque chose qui est maintenant vraiment à l'ordre du jour. Et donc, grâce à des gens comme Cédric Sarré, Shona White, etc., d'autres qui ont travaillé peut-être avec l'Université de Bordeaux, avec l'Université de Toulouse aussi, puisque Nicole est là. Donc, il y a cette espèce d'élan vers quelque chose. Et donc, je viens maintenant, donc je viens à l'image suivante, parce que donc là, j'ai repris le site Trails qui est en cours de construction. On n'est vraiment pas tout à fait au point dans ce domaine-là, mais ça avance, on est avant un blog. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, donc là, nous avons mis sur ResearchGate le lien de Trails. Alors, s'il vous plaît, allez-y et faites partie, si possible, des followers. Vous nous aiderez beaucoup. Parce que nous avons besoin de ça pour ce projet, pour montrer à quel point nous sommes solides. D'autant que ce projet, c'est un phénomène continu, sert d'appui à un autre projet qui est le projet qui a été accepté et qui s'appelle LSP-TEOP Pro, qui est dirigé par l'université de Yale, pardon, et cette fois-ci, c'est Nora et Marianne qui sont chargées du projet. Nous ne sommes plus coordinateurs, nous sommes partenaires. C'est assez important parce que dans ce projet,
Les modules de formation vont être traduits dans je ne sais plus combien de langues, mais toutes les langues, allant du croate, enfin, anglais, allemand, croate, enfin déjà toutes les langues représentées là, plus d'autres, sachant qu'on a d'autres partenaires qui rejoignent ce projet. Donc il y a un mouvement. D'ailleurs, le mouvement, j'en profite pour dire que les écrits sont importants. Nous écrivons dans des revues. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer un ouvrage qui, nous l'espérons, sera publié. On en est à peu près à 50% de l'écriture en suivant ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire. Et donc, nous espérons que le mouvement va aller de l'avant et continuer sur ce même dynamisme. Alors, brièvement, je vous montre quand vous aurez le PowerPoint, j'ai mis quelques références, mais c'est parce que j'étais limitée avec la page, hein, donc je me suis arrêtée là. Donc, vous aurez un certain nombre de points. Voilà. Ben, merci beaucoup, Marie-Christine. Alors, voilà, pas de questions. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. J'arrête là et je laisse la parole. Donc, oui, ça va être. Donc, tu peux enlever le partage d'écran si tu veux.